Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de grands travaux parisiens en prenant un exemple sur la construction du métro et plus généralement des transports en commun souterrains. Ce travail a fait l'objet d'une collaboration enfin, de la GBP avec le Cofrigéo et la société, la SGF, la Société géologique de France. Donc, si je suis toute seule à présenter ce matin, en fait, c'est un travail d'équipe. Et vous avez toute la liste des personnes qui sont intervenues sur ce travail sur la diapositive. Je précise aussi que le résultat de ces travaux, en fait, sont exposés dans la salle à côté, la salle Alimène, que vous visiterez tout à l'heure, donc à la fin de ma conférence, et sont également présentés un petit peu de pub de temps en temps, sont également présentés dans notre bulletin de l'AGBP sous forme de catalogue assez détaillé qui reprend à la fois le détail de l'exposition, des échantillons qui sont présentés, y compris la conférence, puisque toutes les illustrations que je vais vous montrer ont été piochées dans le bulletin. Alors tout d'abord, pourquoi ce travail? Puisque, comme l'a dit Philippe, moi je suis surtout géologue, j'ai pas été initiée lorsque j'étais étudiante au patrimoine. Donc pourquoi ce travail? Eh bien, ça fait suite à la découverte dans les locaux de l'AIGF, au niveau des archives, de documents originaux. En voici un exemple sur la diapositive de transects qui ont été donc originaux, qui ont été réalisés à l'aquarelle et à l'encre, qui reprenaient le suivi détaillé, extrêmement précis des lignes de métro qui ont été construites autour des années 1900, des premières lignes de métro. Et donc ici, vous avez un exemple d'un transect qui a été réalisé par Dolo. Et à l'époque, c'était François Baudin, qui était président de l'AEGF, et il se trouve qu'il était aussi notre chef d'équipe à Françoise et à moi. Et donc, il est venu nous montrer ces documents et on s'est dit que c'était tellement magnifique qu'on ne pouvait pas les laisser dans une boîte d'archives et qu'il fallait à tout prix les présenter à la fois à nos collègues géologues, mais également aux naturalistes ainsi qu'au grand public pour montrer comment on pouvait avoir accès à la connaissance du sous-sol dans une ville fortement urbanisée, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, où on ne peut absolument pas voir ce qu'il y a sous nos pieds. Donc de là est parti à débuter ce projet. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est dit que on n'allait pas s'arrêter à la simple présentation de ces documents et qu'il fallait qu'on explique un petit peu comment finalement la réalisation de grands ouvrages en souterrain permettait de préciser en fait ce que l'on a sous nos pieds, quelle est la nature des roches que l'on a sous nos pieds, comment elles s'organisent dans l'espace et quel est l'impact de la nature et de cette variabilité des roches lorsque l'on creuse en souterrain et lorsqu'on réalise des fondations. Et donc, d'un simple document d'archives, on est parti sur un projet assez vaste et ambitieux qui nous a occupé quand même pas mal d'années, je dois dire, dans lequel on a essayé en fait de montrer comment on peut travailler en équipe avec les travaux publics, les ingénieurs du génie civil et les scientifiques, notamment les géologues. Alors, l'exemple, effectivement, c'est le métro parisien, mais on aurait pu prendre d'autres exemples sur des grands travaux souterrains, hein, comme par exemple la réalisation de parkings, de fondations d'immeubles. Alors, le métro parisien, il faut savoir que, en fait, ce sont des projets qui ont été initiés dans les années 1850 pour essayer de désengorger la ville parisienne, qui était pas mal embouteillée, comme aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez ici un exemple qui illustre la circulation en surface. Donc plusieurs projets ont émergé, notamment la volonté, c'était aussi de favoriser l'accès, en fait, l'apport des denrées alimentaires, notamment dans le centre de Paris, au niveau des halles, par le souterrain. Et donc, parmi tous ces projets, le projet de Bienvenue a été retenu.
Et la construction a été autorisée en 1895 avec une première ligne de métro qui a été inaugurée en 1900, un petit peu plus tard que, que l'Expo universelle, mais ça s'est fait quand même. Alors, il faut savoir que le métro parisien, ce n'est pas le premier qui a été développé. Londres était déjà bien en avance, hein, puisque ils avaient inauguré leur premier métro dans les années 1860. Alors de là, je dirais qu'il y a eu trois grandes étapes en fait de développement du métropolitain à Paris, en région parisienne. La première, ça a été principalement la construction de lignes de métro dans Paris intramuros. Puis ensuite, entre les deux guerres, une extension vers la périphérie parisienne. Ensuite, dans les années 1970, l'inauguration du RER, qui a été vraiment beaucoup plus loin en proche banlieue et banlieue plus lointaine. Et enfin, aujourd'hui, on est dans la troisième grande phase de développement des transports en commun avec le Grand Paris Express. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le métro, dès le début, a connu un succès important puisque dès le début, le métro a transporté plusieurs millions de passagers jusqu'au milliard de passagers par an après la Deuxième Guerre mondiale. Et par exemple, les estimations du Grand Paris Express proposent environ 3 millions de passagers par jour qui seront transportés dans le futur. Donc c'est assez considérable. Alors cet exposé va se diviser en trois parties. Une première partie qui sera plus historique, qui va vous présenter en fait l'état des connaissances sur Paris et ses environs, connaissances à la fois géomorphologiques, géologiques, et également ensuite rendre hommage aux principaux acteurs qui sont intervenus et qui, lors des travaux du métropolitain, et dont des témoignages et des restes sous forme à la fois de cartes ou sous forme d'articles sont encore utilisés aujourd'hui par les géologues. La deuxième partie, c'est plus la mienne, je dirais, puisqu'elle est beaucoup plus géologique. Et donc, je vous présenterai la diversité géologique sous nos pieds et en quoi ça peut poser des problèmes lorsque l'on essaye de d'escaver en fait la roche et qu'on essaye de construire en souterrain. Je vous présenterai également les conséquences en fait de l'activité anthropique, notamment sur la stabilité des terrains et également puisqu'à Paris il y a de l'eau, il y a la Seine, mais il y a aussi de l'eau en souterrain et quelles sont les conséquences et les problèmes que l'on peut rencontrer du fait de la présence de l'eau en surface et en profondeur. Et enfin, je terminerai cet exposé par ce qu'on a appris finalement lorsqu'on a travaillé sur ce sujet, comment on a construit en fait le métropolitain et quelle a été l'évolution finalement des techniques de construction depuis le premier métro jusqu'au Grand Paris Express. Et lorsque l'on creuse en sous-sol, on génère des déblais. Donc tout à l'heure, j'évoquerai la quantité de déblais qu'on a générés, que ce soit avec le premier métro, mais également avec le Grand Paris Express. Et la question, c'est que fait-on de ces déblais? Où les mettons? Est-ce qu'on peut les recycler? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc je terminerai l'exposé avec cette question. Alors, quelles étaient les connaissances du sous-sol au XIXe siècle? Eh bien, elles étaient déjà très abouties. Et finalement, je dirais qu'on n'a pas vraiment appris grand-chose de plus depuis, finalement. Donc, elles étaient, donc bien sûr, la géomorphologie, la topographie de la ville de Paris était très bien connue, y compris les cours d'eau, hein. La Seine a été canalisée finalement assez tardivement. Donc, il y avait plusieurs petits rues qui fonctionnaient, hein, dans Paris intramuros et qui ont ensuite été recouverts et transformés en égouts, notamment à partir du 19e siècle principalement. Du point de vue géologique, donc ici vous avez un exemple de succession des couches
sur une verticale. Donc, on parle de log lithologique hein, dans le jargon des géologues. Donc, cette succession type des couches géologiques à Paris et ses environs a été dessinée par Charles d'Orbigny hein, dans les années 1838. Et finalement, si l'on regarde les logs actuels, ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Donc ça partait principalement d'observations à l'affleurement. Tout à l'heure, Jean-Pierre a parlé d'exploitation en carrière. Et donc, en fait, grâce aux carrières, à l'exploitation d'abord à ciel ouvert, puis ensuite, lorsqu'on a essayé de suivre la couche en souterrain, eh bien, on a pu connaître la nature des roches et leur organisation à Paris et leurs environs. Ici, vous avez une carte qui a été dessinée par Vallet, Émile Vallet, donc, qui représente la localisation des carrières. Alors, au nord de Paris, vous avez en vert les carrières d'exploitation du gypse. Alors, ces carrières ont été exploitées jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, elles sont principalement localisées dans la partie nord. En orange, vous avez la localisation des calcaires d'exploitation du calcaire grossier du Lutétien, donc plus vieux en âge stratigraphique, carrières d'exploitation qui se sont arrêtées en 1777 par un arrêté royal du fait de l'instabilité de ces carrières. Alors, on ne voit pas bien, mais tout à fait au sud-ouest, il y a aussi des carrières qui exploitaient la craie, notamment à Meudon et à Issy-les-Moulineaux. Ces carrières se sont arrêtées au cours des années 1920 et quelques. Et il y a aussi ponctuellement, dans la partie sud de la Seine, quelques petites argilières, tout à l'heure Jean-Pierre en a un petit peu parlé, qui étaient difficiles à localiser et surtout qui étaient totalement instables et donc pour certaines complètement rebouchées. Quoi qu'il en soit, l'exploitation, que ce soit à ciel ouvert ou en souterrain, a permis de préciser la connaissance de la nature du sous-sol à proximité de la surface. Cette connaissance du sous-sol, on l'a eu également, enfin, les naturalistes ont pu l'acquérir, notamment lors de la construction de collecteurs et d'égouts dans Paris, notamment lors des grands travaux haussmanniens, pour essayer de réorganiser la ville et le fonctionnement de la ville. Donc ici, vous avez un exemple d'un collecteur, mais également lors des travaux du chemin de fer, et notamment les tranchées, la construction des tranchées de chemin de fer, qui permettaient de voir la succession des couches et leur organisation latérale à l'affleurement. Jean-Pierre en a aussi parlé. On pouvait également observer la nature des couches beaucoup plus en profondeur que ce que l'on pouvait observer par les travaux de surface grâce au forage. Et notamment en 1833, un grand forage a été initié à Grenelle par Louis Arago, qui était à l'époque maire de Paris. Et la volonté, c'était d'alimenter les Parisiens en eau potable. Et donc, ce forage de plus de 500 mètres de profondeur a permis également de dessiner un log, une succession verticale de l'organisation des couches. Donc ici, vous avez une indication de la profondeur du forage hein, avec quelques monuments parisiens pour vous montrer l'échelle de ce forage. Et ça a permis également comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre, de vérifier quelques hypothèses qui avaient été émises par notamment Léonce Élie de Beaumont sur l'organisation des couches dans le bassin parisien dans les années 1820. Donc d'autres forages, hein, comme celui-ci, lors de la construction d'importants bâtiments près des berges de la Seine, ont permis également de compléter ces connaissances. Donc, de toutes ces connaissances et ces observations a résulté la réalisation de cartes, donc très détaillées, que j'utilise moi aussi encore aujourd'hui, des cartes donc géologiques, ici par Dollfus en 1890 de Paris et des environs, et un peu plus tardivement
de cartes, notamment réalisées par Soyer, qui précisent les roches à l'affleurement, mais également la déformation de ces roches euh, en surface, notamment avec l'apparition de plissements, de bombements comme l'anticlinal de Meudon et de cuvettes comme le synclinal de Saint-Denis. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le 19e siècle, finalement, on avait une connaissance assez précise de la nature des roches sous nos pieds, mais également de leur disposition à l'affleurement et également de leur déformation. Par exemple, ici, vous avez un transect qui est grosso modo nord-sud, qui montre justement la remontée des couches anciennes au niveau du bombement de l'anticlinal de Meudon et le creusement au niveau du synclinal de Saint-Denis de votre bassin qui permet d'avoir assez proche de l'affleurement une série assez complète et étendue sur plusieurs mètres d'épaisseur. Ce qui est intéressant, c'est que comme il y a la Seine a érodé ces couches légèrement inclinées. Et c'est ce qui fait que Paris est Paris et qu'on a pu utiliser toutes ces roches qui étaient disponibles en fait sous nos pieds pour pouvoir construire la ville de Paris, puisque vous aviez à la fois sous vos pieds de la craie, des calcaires, des argiles, pour faire par exemple des briques, des tuiles, du sable, mais également du gypse. D'accord. Donc tout était à disposition finalement sous vos pieds. Alors, quels étaient les principaux acteurs de la construction du métropolitain? Donc, bon, j'ai déjà cité Bienvenue, mais là, je vais surtout parler des géologues, des naturalistes. Et donc, je vais commencer par Auguste Dolo. Alors, Auguste Dolo, en fait, à la base, il n'était pas du tout géologue. Euh, il a travaillé sur le chemin de fer, sur la réalisation du chemin de fer, mais également sur des carrières d'exploitation de calcaire en troc dans la Meuse. Il a aussi participé à la construction du port de La Rochelle. Et en fait, c'était un très fin observateur de ce qu'il voyait à l'affleurement. Donc, il était aussi membre de l'AGF. D'ailleurs, il a été vice-président en 1909 de la Société géologique de France. Et comme il était aussi rattaché bénévolement au muséum, c'est tout naturellement que le muséum l'a proposé pour le suivi des travaux du métropolitain. Donc, on a de lui énormément de transects réalisés de sa main lors de la construction des toutes premières lignes de métro. Donc, le second, c'est Émile Vallée, qui, lui, en fait, a travaillé dans les carrières dès l'âge de 15 ans, hein, comme piqueur. Et comme il était intéressé par la roche, en fait, il a été ensuite ingénieur des travaux publics. Et ensuite, eh bien, il a suivi les travaux du métropolitain. Et enfin, le dernier, donc je les ai mis grosso modo dans l'ordre, pas stratigraphique, mais temporel. Le dernier, c'est Robert Soyer, qui, lui, était travaillé au service de géographie de l'armée dans un premier temps, puis ensuite a travaillé au département de géologie du département de la Seine. Et je pense que c'était lui qui avait le plus l'âme du chercheur en géologie, puisqu'ensuite il a été recruté comme chargé de recherche au muséum. Et d'ailleurs, il a dirigé un laboratoire. Alors, de Vallée et de Soyer, en fait, nous avons beaucoup de publications euh, que l'on utilise encore aujourd'hui et beaucoup de logs lithologiques assez synthétiques de l'organisation des dépôts dans la ville de Paris et ses environs. Sinon, de tous les trois, eh bien, nous avons donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ces transects, ces magnifiques transects extrêmement précis le long des lignes de métro, mais également des logs lithologiques très précis qui résultent de la reconnaissance à la fois à l'affleurement et dans des puits de service. Ils ont pu également décrire de façon très très précise
certaines observations, comme le travail d'érosion en fait de la Seine et de remplissage de chenaux d'érosion. Euh, Vallée avait la volonté de vouloir initier en fait les ouvriers qui étaient directement au contact de la roche, au contact du creusement. Et de Vallée, nous avons comme je vous le présente ici, donc un ouvrage qui détaille très précisément la nature des roches, ce que l'on peut trouver dans les sédiments et leur localisation, de façon à ce que lorsqu'un ouvrier creuse lors des travaux de creusement, puisse observer tout naturellement en même temps les objets qu'il peut rencontrer dans la roche et le signaler tout de suite au géologue. Donc, Soyer a également beaucoup publié hein, sur la géologie de Paris et de ses environs, et de Soyer, surtout ce qui est très utilisé par les géologues et également par les grandes entreprises de travaux publics qui travaillent en souterrain, c'est son log lithologique synthétique hein, que je vous montre ici, qui est un log type de la succession des dépôts dans Paris et autour de Paris. De même, ce qui est extrêmement précis et qu'on n'aurait pas pu faire sans les tranchées du métro, c'est d'observer les variations de faciès à l'échelle du mètre ou de quelques mètres, ainsi que d'épaisseur, comme on peut le voir ici, avec plusieurs petits plis que l'on observe dans les couches et des modifications d'épaisseur et des changements des passages latéraux entre des faciès, par exemple, de type marne gypseuse et des faciès plus sableux, et également des déformations et des fracturations de la roche, comme par exemple ces deux failles. Donc il y en a une qui est tout à fait à gauche et puis une deuxième un peu moins visible qui est plus à droite. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Eh bien aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas travailler à ce degré de finesse. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de géologue qui va suivre les creusements au fur et à mesure. Alors, la raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur des tunneliers complètement mécanisés. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas être au contact de la roche lors de son creusement. Ceci dit, on pourrait très bien avoir accès à cette succession lors du creusement des gares. Parce que là, par contre, on a un front de taille qui est visible. Sauf qu'aujourd'hui, on travaille tellement vite que bah, finalement, les sociétés qui s'occupent de ces phases de creusement n'ont pas le temps de contacter les géologues pour que ceux-ci puissent venir faire des relevés en temps réel. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, bah, on n'a pas d'informations aussi précises, aussi détaillées sur les travaux du Grand Paris Express. Ceci dit, comment on arrive à reconnaître les roches sur les tracés des grandes lignes de métro? Eh bien, en fait, on va utiliser plutôt les propriétés physiques, géophysiques des roches par l'intermédiaire de forages et on va en fait corréler et extrapoler finalement l'organisation des couches et leur nature à partir de ces propriétés physiques. Donc, bien sûr, c'est beaucoup moins précis que ce qu'on faisait au 19e siècle. On pourra également faire des essais mécaniques, ce qui se faisait déjà au 19e siècle, mais ça reste assez ponctuel. Donc on dispose aussi aujourd'hui, mais comme au 19e siècle, des cartes de l'IGC, donc de l'Inspection générale des carrières, qui cartographie sous forme de plusieurs calques l'infrastructure en surface, c'est ce que l'on voit ici, avec les bâtiments et la voirie. Et juste sous la surface, eh bien, les exploitations souterraines qui peuvent se faire sous plusieurs niveaux, donc de couleurs différentes, ainsi que les confortations qui ont pu être réalisées pour essayer de stabiliser ces carrières. Et également, ici, je voulais entourer en vert, des phénomènes de déstabilisation de ces carrières par l'apparition de fontis qui peuvent remonter à la surface. Donc ces cartes-là sont extrêmement précieuses parce que sur Paris, ce sont les plus précises que l'on ait. Et surtout, ça permet d'avoir une idée de la stabilité des terrains juste sous vos pieds.
Alors, quelle est la difficulté de construire à Paris? Donc, bah, je vous l'ai dit, c'est la nature des roches en elles-mêmes et leur très forte variabilité, que ce soit la variabilité en termes de nature de roche et donc de propriétés physiques, chimiques, mais également de l'organisation latéralement de ces roches, puisqu'on a vu qu'elles pouvaient être déformées, voire fracturées. Et donc, si je reprends le log synthétique de Soyer, avec l'organisation des différentes couches que l'on peut rencontrer lors des travaux qui impactent le souterrain de Paris, eh bien, vous voyez que finalement, toutes les roches peuvent poser des problèmes. Alors, à des degrés divers, les petites étoiles bleues, ce sont des problèmes qui peuvent être liés à la présence d'eau dans la roche, notamment des aquifères. Les étoiles marron, ce sont des problèmes qui peuvent être liés à la présence de vides souterrains, de carrières d'exploitation, donc à l'activité anthropique. Parce que qui dit vide dit que forcément, il peut y avoir une instabilité puisque ces vides ne sont pas tous remblayés. Et enfin, les petites étoiles rouges sont des risques qui peuvent survenir du fait de la nature même de la roche. Et donc, en ce qui concerne la nature même de la roche, alors je ne vais pas toutes vous les présenter parce que je n'ai pas le temps, mais par exemple, c'est la solubilité des roches. Ici, vous avez un échantillon de gypse qui vient de la carrière de Cormeilles-en-Parisis. Il faut savoir que le gypse est une roche qui est très solubilisable, donc, et surtout à l'échelle humaine. D'accord. Donc, pour un peu que cette roche soit en contact avec de l'eau non saturée, qui a l'avantage de circuler, eh bien, ce gypse, vous allez pouvoir le dissoudre à l'échelle d'une trentaine d'années. D'accord. Donc, tous les niveaux à gypse, c'est par exemple les marnes et caillasses dans le Lutétien. Ça va être par exemple surtout les grandes masses de gypse que l'on trouve à l'Éocène supérieur. Eh bien, tous ces niveaux-là vont pouvoir générer des vides et donc des instabilités du substratum. L'autre problème que l'on peut rencontrer du fait de la nature des roches, c'est la présence d'argile. Alors, vous le connaissez, ce phénomène, notamment lorsqu'on a des argiles gonflantes, c'est le phénomène de rétractation ou de gonflement d'une couche riche en argile, et donc du changement de volume de cette roche. Notamment aussi lorsque cette roche est sous nos pieds comprimée, et lorsque vous réalisez une excavation, donc une gare, par exemple, bah, vous allez décomprimer cette roche et à ce moment-là, elle va pouvoir se mettre à gonfler. Ce que l'on connaît un petit peu moins sur les argiles, c'est l'indice de plasticité de ces argiles. Donc ça, on en parle beaucoup moins. C'est le phénomène que ces argiles, justement, lorsqu'elles sont décomprimées ou lorsqu'elles sont en contact avec de l'eau, elles peuvent se mettre à fluer. Et à ce moment-là, les terrains deviennent totalement instables. Et enfin, une autre couche à problème, que l'on va retrouver également à plusieurs endroits dans le log lithologique, c'est le sable, et notamment la caractéristique de ce sable qui est extrêmement bien trié du point de vue granulométrique, et ce sable ne tient pas lorsqu'il est décomprimé. Donc, en fait, tout votre sous-sol, et notamment lorsque vous allez faire une excavation à proximité de cette couche, eh bien, tout va partir, tout va fluer. Notamment aussi, si vous avez de l'eau, eh bien, on parle de sable fluent et vous allez avoir un courant chargé de sable et donc une perte de cohésion de vos niveaux. Alors, je vais essayer de préciser quelques risques. Donc, le premier est lié à la présence des vides. Alors, en ce qui concerne les vides, eh bien, il y a deux types de vides. Des vides naturels qui sont liés à la dissolution du gypse et du calcaire pour moindre échelle. Donc, c'est surtout le gypse qui va poser problème. Et on voit que ce problème lié au vide naturel va surtout se concentrer dans la partie nord de Paris. L'autre type de vide, donc j'en ai déjà parlé, est lié à la présence des carrières, pardon. Des carrières de gypse dans le nord de Paris, des carrières de calcaire et de craie
dans la partie sud de Paris. Donc ici, je vous ai montré un exemple de karstification. Alors ici, sur la photo, c'est un karst qui s'est développé dans le gypse, mais on peut aussi avoir des karstes qui vont bien sûr se développer dans les calcaires. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a un vide, qui est ici un vide naturel? Eh bien, vous allez créer une poche de dissolution sous vos pieds, et cette poche de dissolution va se propager de proche en proche sous forme de fontis et va pouvoir remonter jusqu'à la surface et créer un effondrement. Alors, ces fontis, on en observe tous les jours. Il y a encore eu récemment dans l'actualité des fontis, alors pas chez nous, mais ailleurs. Mais ceci dit, l'année dernière, on a vu des fontis dans le nord de Paris, dans les anciennes carrières de gypse. Avec donc une poche d'effondrement qui est remontée à la surface. Donc ici, vous avez un exemple de la propagation du fontis jusqu'à la surface. Donc deux exemples. L'exemple à gauche pour des couches qui peuvent se déformer de façon plus ou moins élastique, plastique. Et donc, on va pouvoir anticiper la remontée de cette cloche de fontis si on observe assez bien et qu'on fait des relevés précis, on va pouvoir anticiper cette remontée de cloche de fontis à la surface. Et le cas à droite, eh bien, c'est lorsque les roches sont beaucoup plus rigides et là, du coup, les fontis sont assez imprévisibles. Donc les vides sont liés aussi aux carrières. Je ne vais pas trop m'apesantir puisque je crois que de toute façon, il y aura une présentation sur les carrières souterraines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, il y a plus de 300 km de galeries souterraines, ce qui représente environ 8% de la surface. Il y a deux types d'exploitation, parag et bourrage à droite sur la diapositive et sous forme de piliers tournés à gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, les carrières d'exploitation peuvent être étagées sur 2 ou 3 niveaux, ce qui multiplie, bien sûr, les risques d'instabilité. Alors, comment on gère ces vides, qu'ils soient naturels ou anthropiques? Comment on fait pour les prendre en compte et pour limiter les risques d'instabilité lorsque l'on veut faire passer coûte que coûte un tunnel de métro? Alors, je ne vais pas tout vous présenter, j'ai pris que quelques petits exemples. Ici, par exemple, la ligne de métro à Montmartre, dans la partie nord de Paris, où l'on voit que eh bien, la station de métro Abbesse a dû être a été construite beaucoup plus en profondeur que prévu, à plus de 50 mètres de profondeur, pour éviter les masses de gypse qui avaient été exploitées dans le temps. Alors, on peut aussi dévier le trajet du métro, quand cela est possible, pour essayer de limiter le plus possible les carrières. Dans certains cas de figure, quand on ne peut pas éviter et qu'on ne peut pas approfondir la construction de la gare, comme ici pour la station Danube, eh bien, donc c'est sur la ligne 7 bis, ce que l'on va faire, c'est qu'on va construire, entre guillemets, cette station sur pilotis. Sur pilotis, donc on va utiliser plus de 200 puits qui vont descendre jusqu'à 30 mètres de profondeur pour aller chercher une masse rocheuse stable, assez rigide. Alors ici, c'est la troisième masse de gypse, de façon à ancrer en fait votre ouvrage et à le stabiliser. Mais on voit qu'ici, ces pieux ne suffisaient pas puisque on a également construit, on a séparé le tunnel du métro en 2 parties avec un renfort médian pour pouvoir stabiliser la structure. Toujours dans le nord de Paris, du fait de la présence des calcaires de gypse, eh bien, ici, on voit sur la ligne de métro entre les stations Botzaris et les Buttes-Chaumont, donc on voit qu'on est obligé de passer dans les anciennes carrières souterraines. Le problème, c'est que ces carrières ont été partiellement remblayées
mais pas en totalité. Et donc, dans le doute, on peut voir les pieux de renfort, de confortation, ainsi que les injections pour pouvoir stabiliser le radier du tunnel du métro. Donc ces problèmes, ils sont aussi présents aujourd'hui. Ils sont aussi présents aujourd'hui avec le Grand Paris Express. Ici, un exemple avec la ligne 15 entre les stations de Créteil-Échat et Saint-Maur-les-Fossés. Et on voit que le trajet initial, en fait, ça c'est le trajet qui a été retenu, mais le trajet initial, elle est beaucoup plus en ligne droite et devait passer sur des sablières, d'anciennes sablières qui avaient été exploitées à ciel ouvert, mais également des carrières de calcaire grossier qui étaient sur 3 niveaux. On ne connaissait pas l'état du remblaiement de ces carrières, malgré la cartographie de l'IGC. Et donc, ce qui a été privilégié, ça a été de complètement détourner la trajectoire du métro de façon à limiter les risques. De la même façon, par exemple, sur la ligne 14, la prolongation de la ligne 14 entre Maison-Blanche et le Kremlin-Bicêtre, le tunnel du métro devait passer sur d'anciennes carrières. Eh bien, les ingénieurs ont préféré passer dans les argiles plastiques qui étaient dessous, ainsi que la nappe phréatique, plutôt que de passer directement dans ces carrières qui étaient moyennement remblayées, parce qu'ils estimaient qu'il y avait beaucoup moins de risques de passer dans ces niveaux-là. Alors, en effet, ici, vous avez un exemple de la gare de Châtillon-Montrouge sur la ligne 15. Donc, il y aura 2 représentations, ici proche du sol, zoomées, où on devine l'infrastructure de la gare. Et en fait, la gare devait être construite au-dessus d'anciennes carrières souterraines sur 2 niveaux. Donc, des carrières qui exploitaient les calcaires du Lutétien. Donc, ce qui a été privilégié, bien sûr, c'est de combler ces carrières par injection de béton. Mais comme ça ne suffisait pas en termes de stabilisation, eh bien, vous voyez qu'il a également été construit des pieux en béton pour aller s'ancrer sur des niveaux de calcaire qui, eux, n'étaient pas exploités. En ce qui concerne le radier, donc c'est toujours la gare de Châtillon-Montrouge, mais cette fois-ci, le tunnel du métro passe beaucoup plus bas que la gare. Et donc là, on était vraiment en plein dans le 2e niveau d'exploitation de la carrière souterraine. Et on passait également dans la nappe. Et donc, ce qui a été privilégié ici, c'est de faire passer de poser le radier, donc les voies du métro, au sommet des argiles plastiques. Alors, je vous le remontrerai tout à l'heure, les argiles plastiques sont assez instables, mais en les consolidant par injection, eh bien, il était préférable d'utiliser cette option plutôt que de faire passer le tunnel du métro dans les anciennes carrières. Et donc, j'ai ma transition avec les argiles. Donc, les argiles plastiques, elles sont connues. Dès les toutes premières lignes de métro, par exemple, pour construire les piliers du viaduc de Passy sur la ligne 6, eh bien, en fait, ces piliers devaient être construits dans les argiles plastiques. Et donc là, c'était totalement impossible puisqu'on était près de la Seine. Et donc, ces argiles pouvaient fluer, elles pouvaient gonfler. Et donc, on est allé ancrer beaucoup plus bas les fondations du pilier dans la craie. Et en ce qui concerne donc les argiles plastiques, alors, eh bien, par exemple, toujours sur la ligne 15, eh bien, la trajectoire du tunnel, du métro, a été approfondie. Vous voyez ici, pour éviter de passer dans les argiles plastiques qui sont représentées en violet. Alors ici, les argiles plastiques posaient un énorme problème parce que vous voyez qu'elles rencontraient au niveau de ce transect 2 fois la Marne. Qui dit la Marne dit présence d'eau qui peuvent modifier les caractéristiques physiques, les propriétés physiques de ces argiles. Et donc, il a été privilégié d'approfondir le tunnel pour le faire passer dans la craie qui était beaucoup plus stable. Alors, parfois, ces argiles, en fait, peuvent poser des problèmes après les travaux. Par exemple, sur la ligne 7, dans les années 1930,
Du côté de la station de Mairie d'Ivry, eh bien, 2 ans après la construction de la station, on a vu le radier se déformer, se soulever, se fracturer et les pieds droits de la station s'incliner dangereusement. Donc il a fallu refaire les travaux. À cause de quoi? Bah, tout simplement parce que les argiles, 2 ans après, ont continué à bouger, à gonfler et à se décomprimer et donc à modifier la stabilité de l'ouvrage. Euh, à la station Maison Blanche, lorsque la ligne de métro s'est prolongée, eh bien en fait, comme c'était aussi dans les argiles plastiques, il a été privilégié la réalisation d'un vide sanitaire sous le plancher, de façon à pallier à ces éventuels gonflements des argiles et des formations de la base de la structure. Bon, je vais pas le présenter. Euh, Maintenant, un autre risque qui n'est pas lié forcément à la roche, à la nature de la roche, mais à la présence d'eau. Donc de l'eau en surface, mais surtout de l'eau en profondeur. De l'eau en profondeur qui peut se trouver jusque dans 5 niveaux principaux, pour le plus ancien qui correspond à la craie, mais qui remonte jusqu'aux nappes perchées des sables de Fontainebleau. Alors, le problème de l'eau, eh bien, ce sont les infiltrations. Dans un premier temps, donc ici vous avez un exemple, une photographie de la construction du tunnel de la ligne 6 du côté de Bercy, donc proche de la Seine, et on voit des infiltrations d'eau lors de la construction. On estime qu'il y a à peu près 40% des ouvrages du métro qui interfèrent avec la nappe. Et parmi ces ouvrages, environ 60 km de tunnels qui sont dans la nappe, dans les nappes. Et donc, du coup, comment fait-on? Puisque ces infiltrations, bah, malgré toute l'infrastructure que l'on peut faire autour de ces tunnels et de ces gares, l'eau s'infiltre toujours. Eh bien, en fait, la RATP, par exemple, va pomper ces eaux qui s'infiltrent, ces eaux d'infiltration. Aujourd'hui, il y a plus de 500 points de collecte d'eau. On parle de points d'eau d'exor, c'est-à-dire de pompage d'eau qui s'infiltre dans les ouvrages du métropolitain. Donc, ça représente à peu près 25 000 mètres cubes d'eau pompée par jour par la RATP. Alors, pour 75% de ces eaux pompées, elles repartent dans les réseaux d'assainissement. Par contre, il y a 25% de ces eaux pompées qui vont aller soit directement dans la Seine ou dans les canaux qui sont présents dans Paris. Alors, il y a quand même quelques petites innovations. Par exemple, dans certaines stations, notamment la station Aubert de RER, eh bien, en fait, ces eaux ont été récupérées pour rentrer dans le réseau de froid urbain, donc pour être récupérées et recyclées. De même, à la station Ballard, eh bien, en fait, ces eaux sont récupérées pour pouvoir nettoyer les voiries tout autour, plutôt que d'aller puiser dans la Seine. Alors, quel est le problème de l'eau aussi? C'est la pression hydrostatique. D'accord? Et donc, comme pour les argiles, du fait de la pression hydrostatique, la présence d'eau, et si les ouvrages ne sont pas assez renforcés, notamment les pieds droits, eh bien, la pression de l'eau va pouvoir faire incliner les pieds droits et donc modifier la structure et la fragiliser. Par exemple, au niveau du pont de l'Alma, eh bien, sur 40 mètres de long, on a pu voir, après les travaux, une déstabilisation des pieds droits et une destruction du tunnel du fait de la pression hydrostatique. Alors, comment on construit malgré la présence d'eau à Paris? Eh bien, la première solution, c'est de passer au-dessus. Donc, c'est de construire des viaducs. Donc, il y a plusieurs lignes. Il y a la ligne 6, la ligne 5, et puis aussi la ligne 1 qui est passée au-dessus du bassin de l'Arsenal. Alors, parfois, il n'y a pas besoin d'avoir de l'eau pour être obligé de construire un viaduc. Par exemple, la ligne 6, eh bien, lorsqu'elle passe au niveau de la vallée de la Bièvre, donc il n'y a plus d'eau, puisque je vous ai dit que la vallée de la Bièvre a été comblée en surface,
est transformé en égout. Il n'empêche que le cahier des charges, qui était une pente du tunnel de 40 pour 1000, eh bien, ne pouvait pas être respecté du fait de ce changement de topographie. Et c'est pour cela que l'on a une construction du métropolitain en voie aérienne pour pouvoir respecter le cahier des charges. Donc, on peut passer au-dessus. Quand on ne peut pas, eh bien, il y a plusieurs solutions. La première, c'est par exemple le RERC le long de la Seine. Eh bien, on va essayer de construire des parois étanches, relativement étanches, pour essayer de limiter les venues d'eau de la Seine, les venues latérales, et on va renforcer le radier et la structure du tunnel par des injections dans les couches inférieures de façon à stabiliser l'ouvrage. Je vous rappelle que le problème de l'eau, ça va être non seulement d'altérer le béton, l'ouvrage, mais également la pression hydrostatique qui va pouvoir faire modifier et fracturer l'ouvrage. Bah, parfois, on n'a pas le choix parce qu'on est non seulement proche de la Seine, mais aussi dans la nappe. Ouais. Et donc, à ce moment-là, eh bien, c'est comme à la station, par exemple, citée, on va utiliser des caissons métalliques qui vont être étanches. À ce moment-là, eh bien, on va pouvoir travailler relativement à sec sous atmosphère fortement pressurisée. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Voici un exemple de l'utilisation de ces caissons métalliques. Donc, vous avez une illustration sur la photographie. Et puis, les petits schémas montrent comment on pouvait travailler à l'intérieur de ces caissons. Les ouvriers, en fait, se trouvaient dans la partie basse de l'ouvrage et creusaient la partie inférieure. Au fur et à mesure, le caisson s'enfonçait. Et lorsqu'on avait atteint la cote voulue, eh bien, on évacuait l'eau à l'intérieur de la structure et on renforçait l'ouvrage de façon à l'étanchéifier. L'autre solution, c'est aussi de pomper l'eau, d'accord, pour essayer de travailler à sec. Et c'est par exemple ici la construction de la gare Haussmann-Saint-Lazare, où on a pompé jusqu'à 300, jusqu'à 30 millions de mètres cubes sur 4 années, ce qui a eu pour incidence un rabattement de la nappe d'environ 15 mètres et une modification en surface de quelques centimètres avec un dénivelé de la surface lorsque l'on a pompé et une remontée de la surface lorsque l'on a terminé les travaux et qu'on a arrêté de pomper. La dernière solution qui est toujours utilisée aujourd'hui mais qui est extrêmement coûteuse, c'est de congeler les terrains. Donc on peut congeler avec des saumures, donc refroidis à environ 30, moins 30, moins 20 degrés Celsius, donc des saumures de chlorure de calcium. Mais on peut aussi congeler à partir d'azote liquide qui va être à moins 195 degrés. Cette technique était connue dès la construction de la ligne 4, lorsque l'on a traversé la Seine, et notamment lorsqu'on est passé sous les voies de chemin de fer Paris-Orléans, donc dès 1910, et elle est toujours utilisée aujourd'hui, puisqu'ici je vous montre un exemple sur la ligne 12 pour la construction de la mairie d'Aubervilliers, où on a aussi congelé le sol de façon à rigidifier le sol et à le creuser en toute sécurité. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi on utilise cette solution plutôt que le pompage? Eh bien parce que sur certains ouvrages, et notamment dans ces deux cas de figure, on ne pouvait pas accepter une légère remontée ou descente du sous-sol, de la surface du sol, parce qu'il y avait des ouvrages qui étaient assez sensibles. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, la solution de la congélation est privilégiée. Parfois, c'est anecdotique, mais on peut même volontairement rajouter de l'eau pour pouvoir stabiliser le sol. C'est ici, lors de la construction, la réalisation de la ligne 16 à la station Shell. Donc, le tunnel a fini son travail, le tunnelier, pardon, a fini son travail. Et donc, pour la sortie de ce tunnelier, comme il était dans des terrains assez peu stables, eh bien, on a on a immergé totalement le puits d'évacuation du tunnelier de façon à stabiliser les terrains lors de son arrivée. Alors, je vais passer assez vite sur les techniques de creusement. Donc,
En fait, l'évolution des techniques de creusement est passée du creusement manuel, assez proche de la surface, puis à la mécanisation des engins, et puis bien sûr à aujourd'hui le tunnelier qui est complètement mécanisé. Donc au début, pour éviter les problèmes d'instabilité de terrain et surtout de désordre sur les infrastructures déjà existantes, on réalisait les premiers tunnels du métro juste sous les voies ferrées, pardon, juste sous les voies de circulation, donc sous la route. Donc je vais passer sur... Ah, il veut plus. Ah, ok. Donc, je vais passer sur les différentes étapes de creusement. Donc, on commence bien sûr par la voûte et puis ensuite par le creusement de la roche sous la voûte et puis ensuite la réalisation des pieds droits. Donc, au tout début, eh bien, on renforçait les étapes de creusement par du boisage et ensuite on fabriquait la voûte soit en mortier ou à partir de meulière. Alors, ça ne veut plus. Hein. Oh, voilà. Euh, pour essayer puisqu'on a vu que la nature des terrains était extrêmement variable et pouvait être instable, pour essayer de protéger les ouvriers des effondrements, on a utilisé l'ancêtre du tunnelier, qui a été créé dans les années 1818 par Marc Brunel, justement, en Angleterre, qui est un tunnelier, donc un bouclier métallique dans lequel les hommes pouvaient creuser en toute sécurité. Et ensuite, on avait des renforts bétonnés ou en métal qui permettaient d'assurer la stabilité du tunnel au fur et à mesure qu'on avançait. Ici, vous avez une représentation des engins mécanisés, des tout premiers engins mécanisés avec la pelle mécanique. Et aujourd'hui, bien sûr, on utilise un tunnelier qui fait environ 65 à 100 mètres de large, donc il se divise en trois parties. La première partie, c'est une roue de coupe. Alors la roue, elle fait un diamètre de 10 mètres. D'accord? Donc c'est énorme. Et sur cette roue, on voit des petites molettes qui sont adaptées à la nature des terrains qu'il faut creuser et qui vont tourner, donc broyer le terrain, et puis ensuite acheminer les déblais par un convoyeur que l'on voit à l'intérieur du tunnelier, pardon. En même temps, juste derrière la roue de coupe, on voit sur ces deux photos des voussoirs, ce qu'on appelle des voussoirs, c'est-à-dire des objets en béton arqué qui vont venir se plaquer sur le tunnel que l'on a creusé et donc renforcer tout de suite la structure et la finaliser. Euh, et ensuite, les déblais vont être remontés à la surface. Et justement, que fait-on des déblais? Alors, ces travaux-là génèrent énormément de déblais. À titre d'exemple, alors normalement à titre d'exemple, si l'on étalait tous les déblais qui ont été générés par la construction de la première ligne de métro, à la place de la Concorde, on aurait augmenté la topographie de la place de la Concorde de 16 mètres. Si aujourd'hui, on étale tous les déblais qui sont prévus par les travaux du Grand Paris Express, alors pas sur la place de la Concorde parce qu'il y en a trop, on pourrait remplir par exemple plus de 5500 piscines olympiques avec les déblais qui sont générés par ces travaux. Et si on les étalait sur la totalité de la surface parisienne, on augmenterait le niveau topographique de la surface parisienne d'environ 20 cm. Donc ces déblais sont énormes, que ce soit pour les premiers métros ou pour le Grand Paris Express. Alors comment on les gère? Déjà, il faut les évacuer du site que l'on creuse. Alors bien sûr, au début, ils étaient évacués soit par les hommes, à partir de petits wagonnets ou de tombereaux, mais on pouvait aussi utiliser des chevaux. On pouvait utiliser aussi des chevaux, et par exemple, sur la ligne 2, il y avait carrément une écurie en souterrain avec 17 chevaux qui tournaient non-stop pour évacuer les déblais et bien sûr acheminer les matériaux pour le creusement. Donc ces déblais étaient remontés par des monte-charges à la surface et ensuite étaient pris en charge pour être transportés sur des plateformes de tri.
Donc les transports pouvaient être en surface à partir de chariots, de charrettes. Donc là, ici, on voit une charrette avec un cheval. Mais ils pouvaient aussi être transportés par le train, et notamment par les voies de chemin de fer à la périphérie de la ville de Paris. On pouvait aussi les évacuer par bateau. Donc ici, donc on a une plateforme de tri et d'évacuation sur la Seine. Et pour éviter, puisqu'on a vu que Paris était bien engorgé en surface, les lignes qui étaient proches de la Seine, eh bien, en fait, on avait construit une galerie, une deuxième galerie, qui permettait en souterrain d'évacuer les déblais jusqu'à la Seine sans passer par la surface. Donc ces déblais ensuite étaient triés non seulement en termes de matériaux, mais aussi pour savoir où est-ce qu'on allait les entreposer. Et donc, sur la photo de gauche, vous avez une plateforme de tri au 19e siècle. Et sur la photo de droite, eh bien, vous avez une plateforme de tri actuelle, de tri des déblais du Grand Paris pour la ligne 15. Et on devine sur le côté droit un train. Alors, que fait-on de ces déblais? Il y a deux filières qui existaient déjà lors du métro. La filière dite volume, où on ne peut rien en faire, et il faut les bloquer quelque part. Voilà, en espérant que personne n'y verra rien. Et comme ça, ben, on les oublie. Et la deuxième filière, c'est qu'on va essayer eh bien, de recycler, de traiter ces matériaux, d'en faire quelque chose. Que ce soit pour le métro, les tout premiers métros, ou aujourd'hui, c'est toujours ces deux filières qui fonctionnaient. Alors, en ce qui concerne les métros, le premier métro, eh bien, par exemple, les déblais ont servi à rehausser la plaine d'ici, qui était plutôt assez marécageuse et puis assez instable pour pouvoir y accepter des constructions. Et donc, on l'a rehaussée d'environ 6 à 8 mètres grâce à ces déblais, de façon à la rendre stable et constructible. C'est toujours le cas aujourd'hui. D'accord? Il y a toujours des zones où on peut y rajouter des déblais pour stabiliser ou rehausser la surface. Bien sûr, la solution, c'est les anciennes carrières. C'est des trous qui ne sont plus exploités. On a vu que ça pouvait poser des problèmes d'instabilité. Ben, la solution, c'est de les remblayer. Et à l'époque des premiers métros, eh bien, en fait, il y avait des carrières d'exploitation du calcaire à Nanterre, et donc elles ont été remblayées par une partie de ces déblais. Donc aujourd'hui, bien sûr, la plupart des carrières souterraines, ça y est, ben, j'ai fini en fait, il reste deux diapos. La plupart de ces carrières souterraines qui ne sont plus exploitées sont quasiment toutes remblayées par les déblais du Grand Paris Express. Et je vous ai mis ici des exemples de valorisation de ces déblais. Alors quand on peut, on les recycle. C'est par exemple le gypse, c'est par exemple les argiles ou les sables. Alors ici, avec les argiles, on peut faire par exemple des briques de terre crue. Un exemple de remblaiement d'un secteur avec le projet du parc sans pin à Chelles. Et puis on peut faire aussi du land art, visible depuis l'aéroport de Roissy, en essayant d'utiliser ces déblais. Alors en conclusion de cet exposé, on a essayé de vous présenter, que ce soit donc à la visite d'exposition, mais également dans le catalogue, que chaque période finalement de développement de la ville de Paris ou du développement urbain à la fois présente des intérêts à la fois patrimoniaux, pardon, mais également en termes d'innovation et d'adaptabilité. Ce que l'on a vu, c'est aussi que finalement, dans une ville fortement urbanisée, comme Paris, la surface étant très engorgée, on n'a pas le choix, pour développer cette ville, de passer en souterrain. Et donc, pour passer en souterrain, malheureusement, on est fortement confronté à la nature du substratum et à la nature des roches. Et donc, il y a une forte interaction entre l'activité anthropique, les géologues aussi, avec les ingénieurs des travaux publics
et la nature du sous-sol pour essayer de comprendre comment ce sol va réagir, à la fois pendant les travaux, mais aussi après, parce que je n'ai pas eu le temps de tout vous présenter, mais il faut savoir que encore aujourd'hui, on surveille les ouvrages anciens parce qu'ils continuent à jouer du fait de l'interaction avec la roche. Souvent, ces travaux sont mal perçus parce que ça fait du bruit, ça fait de la poussière, parce que ça engorge encore plus la circulation en surface. Mais pour nous, en tant que géologues, mais aussi pour les naturalistes, c'est une mine inestimable d'informations. Parce qu'encore une fois, dans une ville fortement urbanisée, on n'a plus du tout accès aux matériaux naturels. Et donc là, ça nous permet d'avoir directement sur place, à l'affleurement, la nature des roches. Et donc, bah, on espère que, au-delà des travaux d'Auguste Delot qu'on a retrouvé en fait à la SGF, eh bien, on espère que ce travail qui a débordé sur cet aspect historique, on espère que bah, ça vous donnera plus d'informations et puis des renseignements sur l'interaction entre les travaux et les géologues. Et je vous remercie de votre attention. Merci Laurence. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre deux ou trois questions. Oui. Euh, Tout, tout d'ab- tout d'abord, merci pour cette présentation à la fois dense et très très riche. Mhm. J'ai juste une question par rapport justement aux coupes géologiques. Mhm. Tu te plains qu'on n'a plus les mêmes, enfin la finesse des coupes géologiques que faisait Oui. Delot effectivement au début Mhm. du XXe siècle. Mais je suppose que dans toutes les grandes sociétés de travaux en souterrain, il y a au moins un géologue parmi les effectifs, ou pas forcément. C'est-à-dire qu'ils peuvent Non. faire appel à des géologues au coup par coup. Alors, bah, je vais donner un exemple personnel. En fait, pour avoir suivi, puisque je travaille sur certaines gares du Grand Paris Express, en fait, ils utilisent mes travaux. Donc, c'est moi qui fournis le log détaillé pour ma propre recherche parce que, en fait, ils ont des ingénieurs, mais les ingénieurs travaillent sur plusieurs sites en même temps. Et donc, en fait, bah, ils n'ont pas le temps pour pouvoir faire un levé détaillé. Et même moi, lorsque je fais mon levé détaillé, je suis loin de la précision qui a été faite par Dolo et Soyer. Bah, c'est trop rapide. C'est-à-dire que moi, en fait, quand on m'appelle, on me dit, bah, parce que un creusement de gare, ça se fait en plusieurs fois. Et donc, j'ai une fenêtre d'une demi-journée pour lever. Alors, à chaque fois, c'est des phases de creusement qui font 2 à 3 mètres. Et donc, j'ai une demi-journée pour faire mon levé de log, mes mesures et mon échantillonnage. Donc, même moi, je n'ai pas le temps d'aller sur la précision qui se faisait à l'époque. C'est malheureux. Oui. Oui, oui, donc vous dites effectivement que pour le Grand Paris Express, du Oui. fait de la rapidité des travaux, vous n'avez pas le temps de faire des relevés précis, mais il faut préciser que avec le grand nombre de sondages préalables, notamment de carottés, il y a une base de données gigantesque qui a enrichi vraiment la connaissance de Paris, de la région parisienne, et d'ailleurs qui sert de base pour le RGF Mhm. en cours pour Paris et sa proche banlieue. Oui, oui. Alors après, je dirais que on est peut-être un peu victime de cette base de données, parce que je travaille aussi sur la BSS, la base de données du BRGM. Je travaille aussi dans le RGF du bassin de Paris. Alors déjà, la qualité de tous les forages n'est pas la même. Parce que tous n'ont pas forcément des diagraphies. Donc, je n'ai pas parlé de diagraphie, mais ce sont des méthodes géophysiques qui permettent d'avoir une idée des propriétés des roches. Donc, tous ces forages n'ont pas forcément un log détaillé de description de ce qui est carotté ou de ce qui a été foré en regardant les cuttings. Tous ne sont pas équipés aussi de données diagraphiques. Et surtout, comme on a énormément, mais c'est des milliers et des milliers de forages, qui les traite? Personne, en fait. Donc, en fait, on va les traiter en fonction de nos projets de recherche. Et donc, finalement, il y a tellement de données qu'on ne peut pas tout traiter et elles ne sont pas toutes équivalentes. Donc, il y en a certaines qui vont être intéressantes et d'autres non. Mais il faut fouiller. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon forage au bon endroit. J'en parle en connaissance de cause. J'ai une thèse qui travaille sur le bassin de Paris. Et elle doit réaliser des cartes paléogéographiques. Et pour ça, il faut qu'elle fouille dans la base de données. Mais c'est un travail de titan, en fait. Donc oui, oui, vous avez raison. Il y a beaucoup, beaucoup de données, mais je dirais trop et trop de données non traitées.
Et puis il y a aussi les carothèques de la SNCF et de la RATP, avec des kilomètres de carottes depuis des décennies qui sont stockées dans des hangars. Mhm. Et c'est aussi une base de données très, très intéressante. Oui, oui, alors ça, on a une convention, enfin c'est le BRGM qui a une convention et donc on a accès à certaines carothèques de la RATP et aussi le BRGM a récupéré des forages, certains forages clés du Grand Paris. Et on les utilise, on les étudie aussi, oui. Mais c'est pareil, ça va être très ponctuel parce que faute de temps, finalement, le géologue va s'intéresser que sur un ou deux forages et va pas avoir le temps de tout traiter. Et alors, par contre, sur la base de données du Grand Paris, de la même façon, il y a des photos qui sont disponibles, des carottes qui sont extraites, il y a quelques données, mais encore une fois, il faut avoir du temps pour traiter tout ça, oui.